Bonjour et bienvenue à tous sur notre 15e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers de la plateforme Zoom et sur le Facebook Live. Chaque session est ensuite à retrouver sur le replay YouTube sur la chaîne UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Donc à chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un ou une experte le temps d'une heure, le temps d'aborder une question, un thème en lien avec la période de confinement et la sexualité. Je suis Georgina Lepoul, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ces webinaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat en les adressant à Animatrice ou en commentaire sur le Facebook Live. Toutes les questions sont anonymes, donc n'hésitez pas à participer. Intimité, sextoys, fantasmes en période de confinement sont tous des sujets que nous avons abordés depuis le début de nos webinaires. Mais qu'en est-il de la pornographie? La consommation de porno a augmenté d'entre 20 et 50% durant ce confinement. Certains sites ont même offert leur accès premium ou offert des packs confinement. Et si on en croit les témoignages dans les médias, c'est aussi l'activité des camgirls, donc qui pratiquent du camsex, qui a augmenté et même bondi. Pourquoi? Est-ce que ce bond dans la consommation de contenu pornographique s'explique juste parce que les gens ont plus de temps, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils profitent du confinement pour essayer de nouvelles choses? Ou est-ce que faire appel à une camgirl, c'est aussi un moyen de s'offrir une interaction extérieure pendant qu'on est privé de nos échanges habituels? Pour faire le tour de toutes ces questions, nous accueillons Céline Tran, coach en bien-être et en sexualité, ancienne travailleuse du sexe, connue sous le nom de Katsuni. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, pardon, Alors, juste un petit détail technique, je ne vois rien je- sur mon écran. la Je n'ai pas caméra de n'est retour pas caméra. allumée. On va demander à Ouais, la technique de vous allumer votre écran. voilà, j'ai un beau logo Zoom sur mon écran. Je vous Ou entends très alors, vous bien. pouvez mettre la vidéo en bas à gauche de votre écran. Vous avez une petite caméra, activez la vidéo. Ah, vous êtes là. Ok. Désolée. Ok, c'est ma première, Ah, c'est beaucoup c'est mon mieux. premier live sur Zoom, donc, Eh bien, voilà. bienvenue. On est Bah, ravis de merci vous beaucoup, accueillir. merci pour cette invitation. Je partage votre lien sur Facebook Eh et ben, c'est super. parti. Merci à vous de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, pour Euh, commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours de travailleuse du sexe en quelques mots? oui, alors en fait, donc moi je m'appelle Céline Tran. Mon ancien pseudo sous lequel pas mal de gens me connaissent, c'est Katsuni. J'ai été travailleuse du sexe durant 13 ans Mhm. en tant qu'actrice X. J'ai également d'ailleurs fait de la webcam hein, lors de ma carrière et j'ai arrêté il y a maintenant 7 ans. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est de conseiller justement les hommes, les femmes, adultes, mais parfois des ados aussi qui me contactent par rapport à leur sexualité, par rapport à leur rapport à leur corps. Je suis également formée en hypnose ericksonienne, donc ça me permet vraiment d'aller au-delà du conseil et de proposer des accompagnements complets. Donc, est-ce que, pour placer un peu le cadre, aujourd'hui, nous, on va plutôt parler de donc, ce qui est de la pornographie, le chemsex et Mm. l'impact que ça peut avoir sur les adolescents et l'éducation à la santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez définir avec nous un peu ce qu'est une camgirl, le chemsex et peut-être la différence avec une actrice porno? Euh, En fait, l'actrice X enfin l'actrice porno est payée pour réaliser une performance. Enfin, quand je dis performance, on ne parle pas de performance au sens record du monde. Je parle juste de réaliser quelque chose, une action avec son corps qui va être filmée pour les besoins d'un produit, d'un film qui va être ensuite visionné. Et pour cela, donc, elle va avoir un rapport sexuel rémunéré. Donc, il y a le rapport à la caméra, à l'image, mais il y a quand même un rapport sexuel. La cam girl, elle, est dans un rapport sexuel avec elle-même, bien souvent, donc elle va se masturber, elle va s'exhiber, Mm. mais il n'y a pas d'interaction avec quelqu'un d'autre, hormis l'interaction virtuelle qui sera donc avec les personnes qui seront de l'autre côté de leur ordinateur et qui pourront interagir avec elle. Et donc là, vraiment, il y a un rapport un peu plus intimiste, on va dire. Mais elle peut vraiment travailler de manière complètement indépendante, alors que l'actrice X fait partie d'un tournage, il y a donc une équipe autour d'elle.
Donc, est-ce que toutes les actrices porno sont aussi camgirl et inversement, ou est-ce que c'est deux mondes qui sont bien distincts Alors, beaucoup d'actrices X sont aussi camgirl, tout simplement parce que c'est une activité complémentaire. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de confort dans cette activité qu'on peut exercer chez soi, aux horaires qu'on détermine. Donc, c'est très pratique. Et puis, les actrices X ont souvent une communauté qui les suit. Et donc, bien souvent, elles vont faire ça. Elles vont vraiment jongler sur les différents réseaux sociaux pour générer des revenus. Mais une camgirl peut tout à fait être camgirl sans être actrice X, sans être escorte et d'ailleurs avoir un autre boulot à côté, hein. Après, il y a la difficulté justement de garder une forme d'anonymat, parce qu'on sait que malheureusement, lorsque c'est su, ça peut poser un problème pour une autre activité professionnelle. Mais en tout cas, voilà, il y a des jeunes femmes qui s'exhibent sans avoir de rapport sexuel rémunéré en dehors. Ok. Et côté consommateur, est-ce que c'est le même type de personne qui va consommer des films porno et qui va faire appel à des camgirls? Est-ce que c'est les mêmes sensations qui sont recherchées? Est-ce que c'est les mêmes types d'expériences? A priori, oui, on est sur le même type de consommateur. Maintenant, c'est vrai que dans le rapport à la camgirl, il y a ce côté interactif où la personne qui visionne va pouvoir s'adresser à la femme qui s'exhibe. Donc, il y a un lien qui se crée, même s'il est illusoire, parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où c'est tarifé, on est quand même dans un jeu entre adultes. Donc, elle va jouer le jeu, elle va aussi jouer sur la frustration éventuellement pour se faire désirer, puisqu'elle est rémunérée à la durée donc, de la connexion. Donc, c'est plutôt dans son intérêt de créer un jeu et de créer un lien. Et pour ça, forcément, elle va aguicher. L'idée aussi, c'est de valoriser a priori la personne qui regarde. Donc, cette interaction va en tout cas proposer un lien, un lien, même s'il est illusoire, ça reste un lien. Alors que lorsqu'on regarde un film X, on est juste derrière son écran, on reste passif. Et donc, la personne qui regarde va se projeter, bien sûr, sur la personne, sur les acteurs, les actrices, mais il n'y a pas d'échange. Est-ce Bien que c'est évidemment, le fantasme va faire qu'il va vouloir créer un échange. S'il est fan d'une actrice, il va chercher justement à peut-être la voir ensuite en webcam. Ouais. Et est-ce que c'est un lien qui peut perdurer dans le temps? Est-ce qu'il y a utilisateurs qui peuvent revenir systématiquement vers la même Bien sûr. camgirl et une relation presque qui peut se nouer entre les deux? C'est vrai, effectivement, il peut y avoir une relation. Moi-même, lorsque j'étais actrice X et que je faisais des webcams, il y avait des habitués et on remarque leur pseudonyme et finalement, il y a une forme d'attachement qui se crée, une complicité. Et parfois même, on arrive à se rencontrer lors d'événements de Salon du X, par exemple. Et il y a un vrai côté, il y a presque du copinage, en fait, qui se crée à ce moment-là. On se dit, ah, mais tiens, comment tu vas? Et parfois même, il y a alors, je parle de mon expérience personnelle. Après, chacune va injecter comment dire, des traits de sa personnalité pour créer son propre live, hein. La femme qui fait ce métier est libre finalement de faire ce qu'elle veut, Mm. mais il y a certains lives qui peuvent aussi parfois comporter de la discussion et pas forcément l'aspect sexuel. Et là, il y a un vrai parallèle d'ailleurs avec les escort girls, les prostituées, qui bien souvent vont dire, mais oui, moi je suis payée pour avoir un rapport sexuel, mais au-delà de ça, il y a une relation, il y a un échange, on discute, on plaisante. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut comprendre que des hommes qui parfois souffrent de solitude puissent se tourner vers ce type de service parce qu'ils se sentent écoutés et ils se sentent désirés. Et ça aussi, c'est important quand on se sent seul d'avoir ce rapport au désir. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'en cette période de confinement, est-ce qu'il y a certains ou certaines qui peuvent aller chercher des interactions dont on est tous privés en ce moment sur les plateformes de camsex, justement? Bah oui, c'est assez naturel de se tourner vers ce type de plateforme parce que c'est facile. Alors oui, c'est payant, mais c'est facile et c'est, ce qui est tentant, hein, dans le contenu porno de manière générale, c'est cet accès, gratuit, illimité, instantané. Pour ce qui est des camgirls, c'est payant, mais c'est une réponse immédiate à un besoin, en fait, à une pulsion, certes, la pulsion sexuelle, mais aussi au besoin de pouvoir interagir avec une femme. Bien souvent, hein, c'est vrai que le public est essentiellement masculin.
Pas que, je pense qu'il y a probablement des femmes aussi qui se connectent, mais pour un homme, forcément, ça va être une réponse facile pour pouvoir s'adresser à une femme et avoir ce... Alors, on ne va pas parler de séduction, parce que la séduction, c'est quand même plus subtil que ça, mais d'avoir en tout cas ce jeu qui permet d'exister aux yeux d'une femme, quelque part. Mm. Donc, on n'est pas toujours dans un échange pornographique finalement entre Non, l'utilisateur et... c'est pas forcément systématiquement ou exclusivement pornographique, mais quand même, on est d'accord qu'on est dans un Mm. registre où on va parler de, voilà, on est quand même dans l'idée d'exciter, et forcément une femme qui fait de la webcam et qui refuse de jouer le jeu ou qui va rester habillée, forcément là, elle se trompe finalement de plateforme. Mm. Clairement, il y a le besoin de voir de la chair, de pouvoir voilà, de pouvoir nourrir un fantasme. J'ai Mais ça peut, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir de la sympathie là-dedans. j'ai un auditeur qui me demande quelle est votre définition de la pornographie. Ah, ma définition de la pornographie, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Pour moi, la pornographie, c'est quelque chose de très vaste. Déjà, ça ne se résume pas uniquement au film X. Et c'est donc un domaine extrêmement riche où la sexualité est exposée, où elle est explicite, mais à des fins non, enfin à des fins en fait, comment dire, masturbatoire, on va dire, pour Mhm. exciter. C'est-à-dire que dès lors que la pornographie, enfin, comment on voit un corps nu dans un livre, par exemple, d'anatomie, même si on voit les parties génitales, évidemment, pour moi, là, c'est pas pornographique. Pour moi, il y a deux branches dans la pornographie. Il y a la partie masturbatoire, donc film X, où clairement on cherche l'excitation. Et puis, il y a la pornographie artistique, où clairement on va voir des corps nus, on va voir même la représentation d'un acte sexuel, comme on peut le voir dans beaucoup de temples euh, de cultures variées, où on va voir des postures de Kama Sutra. C'est de la pornographie, mais il y a presque une dimension même spirituelle à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans le langage courant, quand on parle pornographie, c'est vrai que bien souvent, il y a l'image du mal qui est associée, du danger, du risque, parce qu'on va très Mm. vite faire un raccourci avec les vidéos X qui sont en libre accès sur Internet et qui, pour certaines, effectivement, peuvent comporter une forme de violence. Mais la pornographie, c'est tellement plus riche que ça et ça peut être très beau. Alors, un de nos auditeurs sur Facebook nous demande, parle-t-on quand même de prostitution quand il s'agit de chemsex? Non, à partir du moment, alors après, il faudrait revoir la définition du Larousse, mais à partir du moment où il n'y a pas de... Alors, oui, elle a un rapport sexuel, mais avec elle-même, mais elle est dans de l'exhibe. Elle n'a pas de rapport sexuel tarifé avec un client. La prostitution, ça a avoir un rapport sexuel tarifé avec un client. De la même manière qu'une actrice X, à mon sens, c'est une forme de prostitution parce qu'il y a rapport sexuel et il y a transaction, mais elle n'est pas avec un client, elle est avec un acteur qui fait le même métier et ils sont dans l'idée de faire un spectacle, comment dire, de construire une fiction qui va ensuite représenter une vidéo qui va être vendue. Donc, pour moi, il y a quand même des variantes. Et je ne porte aucun jugement moral sur la prostitution. On n'est pas là hein, pour... En tout cas, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Donc, c'est pas juste, il ne s'agit pas de dire que la webcam girl, c'est mieux que la prostituée. Simplement, c'est juste un métier différent. Et là, clairement, on est dans l'image, on est dans le jeu. De la même manière qu'une stripteaseuse va aussi être dans ce registre-là du spectacle où elle va utiliser son corps pour exciter un public, mais elle n'a pas de rapport direct. Et normalement, même quand elle fait une danse privée avec un client, normalement, il n'y a pas de contact et il n'y a pas de rapport sexuel. Mm. Normalement. Donc, on parle de cam girls depuis le début, mais est-ce qu'il existe aussi des cam boys, Alors, à votre je connais connaissance? pas je ne connais pas tous les chiffres à ce niveau-là. C'est vrai qu'en général, les hommes sont très visuels, donc ils vont aimer regarder une femme s'exhiber. On parle rarement de la situation inverse, d'une femme qui va payer pour voir un homme s'exhiber. En revanche, le public masculin va aimer aussi regarder des hommes quand il s'agit donc tout simplement du marché gay. Et donc là, Mm. oui, clairement. Hein, maintenant, c'est vrai que c'est moins. On entend rarement parler d'une femme qui va être prête à payer pour mater un homme. Donc, vous pensez que une question de demande ou est-ce que peut-être que le marché des travailleurs du sexe online n'est
peut-être pas assez développé pour les femmes hétérosexuelles ou pour les hommes homosexuels? Non, je pense que c'est juste une demande qui est différente. C'est je crois que c'est pas la demande des femmes. Alors c'est toujours un danger de généraliser, mais il me semble que la demande des femmes, c'est pas. Oui, c'est toujours agréable de regarder un beau corps. D'ailleurs, certaines femmes le disent, hein, des femmes hétérosexuelles vont aimer regarder des films gays. Mm. Mais de là à faire la démarche de payer pour voir un homme se masturber, je suis moins sûre. Une femme aime avoir de l'attention. Donc peut-être que ça peut être excitant dans le cadre d'un échange. Mais voilà, c'est quand même moins naturel, entre guillemets. C'est Alors, moins, en tout cas, c'est moins courant. j'ai des questions qui arrivent sur est-ce que le porno empêche de rêver et la rêverie érotique? Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose hein, que je comptais aussi aborder aujourd'hui. Mm. En fait, c'est toujours une question d'équilibre et donc c'est toujours aussi une question d'excès. Si on utilise systématiquement les films X ou les camgirls pour s'exciter, on appauvrit en fait son imaginaire, c'est-à-dire qu'on place tout le temps son excitation sur quelque chose qui est extérieur à soi. Donc ça peut générer de la frustration. On parlera tout à l'heure aussi des risques que ça peut générer, des risques d'addiction. Mais si c'est effectivement le support auquel on a recours de manière systématique, c'est dommage parce que ça veut dire on se prive de son imaginaire qui est déjà très riche. Et donc, moi, j'encourage vraiment aussi à se masturber sans vidéo X, sans voilà, recours à quelque chose d'extérieur et de se concentrer sur soi, en fait, sur son ressenti, parce que la sexualité, bah, c'est avant tout une expérience du corps, c'est du plaisir et ça passe par le corps. Quand on est tout le temps focalisé sur quelque chose d'extérieur, il y a cette frénésie aussi qui consiste à cliquer pour chercher toujours plus. Et Mm. finalement, plutôt que de répondre à un besoin, on risque surtout d'en créer un nouveau et d'être dans une insatisfaction permanente. Il faut toujours voir plus loin, toujours voir quelque chose de différent. Donc voilà, moi je ne suis pas anti-porno, ça serait très mal placé de ma part de l'être. En revanche, attention voilà, à ne pas en faire le centre de sa sexualité et vraiment varier les plaisirs, varier les sources d'excitation. Le virtuel, ok, c'est pas mal, mais rien ne vaut le réel, il me semble. Mm, mm. Mais justement, parlons un petit peu de la place du porno dans l'éducation sexuelle. On sait que de plus en plus de jeunes adolescents, adolescentes ont accès à des contenus pornographiques, là où ils pouvaient, il y a quelques décennies, s'armer d'un magazine de charme pour nourrir leur imaginaire et fantasmer durant leur pratique masturbatoire. Maintenant, les ados peuvent avoir très facilement accès sur Internet à des sites, à du contenu gratuit, très varié en qualité. À côté de ça, malgré la mise en place de l'éducation sexuelle obligatoire à l'école, on sait que finalement, assez peu de jeunes sont instruits sur les questions de sexualité, sur la vie reproductive, sur la vie affective. Certains n'ont même pas du tout d'intervention à ce sujet durant leur scolarité. Ouais. De votre expérience, est-ce qu'on peut regarder un porno pour apprendre le sexe, pour s'initier à la sexualité? Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas reprocher aux ados de se tourner vers le porno si on ne leur propose pas d'autres contenus et d'autres sources d'informations et qui correspondent à leurs demandes avec leur vocabulaire à eux. Parce que si on se contente d'être uniquement dans la prévention, c'est important la prévention, bien sûr, de parler des risques, de parler de la partie de l'hygiène, voilà, des notions de respect, c'est important. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des ados et donc qui ont leur propre langage, qui ont leurs propres besoins. Et donc, si on est uniquement dans l'interdiction et la mise en garde, déjà, on peut générer du stress, de la peur, de la culpabilité. Donc ça, c'est pas forcément, voilà, ça donne pas forcément des bonnes choses par la suite quand ils sont adultes. Et surtout, on n'est pas dans une dynamique d'épanouissement. Donc, clairement, c'est logique qu'ils se tournent vers les films porno. Maintenant, dans les films porno, il y a vraiment de tout. Hein. Il n'y a pas que des actes extrêmes. Il y a quand même tout un pan de la pornographie qui s'est tourné aussi vers quelque chose de plus sensible. Il y a du porno féminin, féministe qui a émergé. Moi-même, quand j'ai arrêté ma carrière, je tournais beaucoup plus
de contenus où on me disait vas-y, pense pas à la caméra, fais comme si tu étais chez toi, on ne cherche pas forcément à voir la pénétration, on veut quelque chose de plus naturel, où on prend plus son temps. Donc, ce type de porno existe. Maintenant, bah oui, les ados, ils vont peut-être forcément, je dis pas forcément, mais ils vont peut-être chercher des choses qui sont un peu bizarres et étonnantes. Et le risque peut être là. Maintenant, tous ne vont pas forcément, ados et adultes, ne vont pas forcément être traumatisés. Moi-même, je reçois régulièrement des messages voilà, d'adultes qui me disent qu'ils ont grandi avec moi et c'était bien cool en fait de pouvoir regarder des films qui leur apportaient des idées, qui parfois leur faisaient rire, parce qu'il y a beaucoup de dérision dans les films X. Hein. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de parodies qui sont tournées. Donc pour certains, ça permet de se déculpabiliser, de se dire « Ah bah tiens, en fait, bah oui, tiens, c'est marrant, pourquoi pas ?» Je me rends compte que c'est pas si tordu que ça, que d'avoir certains fantasmes. Maintenant, encore une fois, hein, il y a une distinction à faire entre fantasme et réalité. Et puis, pour certains, ça peut aussi, quand ils sont en couple d'ailleurs, ça peut pimenter leur relation de couple. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément des traumatismes, heureusement, quand on regarde des films X. J'espère bien, parce que quand même, le but, c'est d'apporter du plaisir et de nourrir des fantasmes. En revanche, il peut y avoir un risque, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a cette difficulté à faire la distinction entre fiction et réalité. Internet entretient cette confusion-là. La génération télé-réalité contribue aussi à entretenir cette confusion. Et du coup, c'est difficile parce que les pistes sont brouillées. Il y a beaucoup de contenu qui est tourné de manière un peu en mode amateur et forcément, au bout d'un moment, c'est normal que le public se dise, mais adolescents mais aussi adultes, ah bah tiens, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. En plus, il ne faut pas oublier que le porno est une industrie. Donc, derrière ça, il y a quand même une dynamique économique. Plus les gens vont cliquer sur un type de contenu, plus les producteurs vont se dire, ah bah tiens, ça plaît, donc on va en faire plus. Le résultat, c'est qu'on en arrive à avoir des contenus qui deviennent presque mécaniques et qui vont être de plus en plus formatés parce qu'on se dit, tiens, si ça vend, eh ben, on va en faire, du coup, on va en tourner à la chaîne jusqu'à ce que les gens saturent et demandent autre chose. Et le risque, il est là. C'est d'être dans le côté systématique. Le risque, c'est pas de voir une pratique sexuelle qui puisse paraître un peu, un peu hors norme. Le problème, c'est de n'avoir que ça et de finir par se dire, ah bah en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et le Justement, risque, il est-ce est que là. oui, il y a un réel risque selon vous, donc selon votre parcours d'actrice porno, mais aussi en coach en Ouais. sexualité et en bien-être, il y a un risque d'influence du porno, des pratiques ensuite, et donc un faussage de la sexualité et du rapport peut-être aussi du corps de l'autre dans trop de visionnage de pornographie. Ouais, en fait, je vois que oui, en fait, pardon, je suis en train de découvrir j'ai des questions Le qui chat. surgissent en. On a Pardon. on a beaucoup de questions. Excusez-moi, c'est mon premier Zoom, donc je Aucun découvre problème, les aucun fonctions. problème. Oui, donc du coup, j'ai perdu le fil. Mais oui, alors du coup, le souci, c'est que dans les films X, on vous montre la partie qui est censée être excitante. Mm. Qui est censée être excitante. Donc, on commence bien souvent par la pénétration et hop, le rapport sexuel se termine en gros par l'éjaculation de l'homme. C'est très, très, très basique et ça ne montre pas l'étendue d'un rapport sexuel qui commence bien au-delà. Il y a tout l'aspect relationnel et je ne parle pas forcément d'être fleur bleue et d'être dans l'amour. Et voilà, il ne s'agit pas de ça, mais juste de montrer qu'un rapport sexuel, c'est bien plus que ça. On apprend à se connaître, tout comme les acteurs et les actrices apprennent aussi à se connaître en dehors des tournages. Et ça, on ne le montre pas. On ne montre pas forcément les moments où l'actrice a besoin de se préparer parce que peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être que ça lui fait un peu mal et qu'elle a besoin, elle a besoin d'avoir un moment pour elle ou d'avoir un moment où elle va s'exciter avec l'acteur. Des moments où l'acteur lui aussi peut avoir éventuellement une érection un peu moins forte, il a besoin de retrouver de l'excitation. Tous ces moments qui sont naturels, qui sont humains. Et ça, on ne les montre pas. On garde un concentré de pratiques sexuelles qui soit la plus explosive possible. Et du coup, pour le consommateur, c'est bien pratique parce que c'est facile. Sauf que dans la vraie vie, dans la vraie vie, on n'a pas forcément cette facilité. Dans la vraie vie, un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre implique de créer un lien
qu'on soit amoureux ou non, bah oui, il y a un lien qui se crée. Donc, il y a la notion d'écoute, il y a la notion de respect, il y a la notion de, voilà, d'interaction, de faire confiance, de aussi savoir, comment dire, de faire savoir à l'autre nos attentes, nos limites. Et ça, bah oui, on n'en parle pas, forcément, on ne le montre pas dans les films X, mais sachez, en tout cas en ce qui me concerne, moi, avant de tourner une scène X, il y avait un cadre qui était posé. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Et voilà, on le fait savoir parce que justement, quand c'est un boulot, on est obligé de le faire savoir. Il y a un contrat et donc c'est très clair. Et ben, dans la vraie vie, il y a une forme de contrat aussi qui se fait dans la création du lien. On ne le voit pas à l'image. Et donc, c'est aussi ça le risque d'oublier que bah, dans la vraie vie, en fait, vous êtes face à quelqu'un qui est humain, qui a ses craintes, qui a parfois ses conflits. Vous aussi, vous avez le droit d'en avoir et vous n'avez pas être un super-héros quand vous avez un rapport sexuel. On me pose la question aussi dans le chat qui apparaît sur mon écran des gros plans. Il y a Oui, une exactement. fascination des gros plans. Moi, j'en avais marre des gros plans quand j'étais actrice. Parce qu'il m'arrivait vraiment de partager des moments magnifiques avec certains acteurs, certaines actrices, où il y avait une très belle complicité, où vraiment c'était beau. Voilà, il y avait quelque chose qui se passait dans les regards. Sauf que bah, à ce moment-là, bon, bah, la caméra, elle était en gros plan. Et là, vraiment, on se dit, mais c'est tellement dommage d'être uniquement focalisé là-dessus. Après, tous les films ne sont pas uniquement basés sur les gros plans, parce que heureusement, on s'est un peu détaché de ça. Il faut reconnaître que ça fascine beaucoup voilà, de spectateurs. Ils ont besoin de voir, ils ont aussi besoin de s'identifier en fait à l'acteur et du coup de voir la pénétration comme s'ils y étaient en fait. Donc voilà, il y a ce côté voyeuriste et on veut voir dans les moindres détails. Voilà, bon, moi ça me dépasse un peu. Je trouve ça un peu dommage de réduire voilà, un acte sexuel à ça, mais il y a une demande pour ça. On me demande sur le Facebook comment, à votre avis, emmener du coup une pédagogie du porno auprès des jeunes, parce que si le porno, ça va être un outil qui va être utilisé par des garçons, par des hommes, mais aussi par des femmes, voire des couples, comment préparer et aider les ados à utiliser cet outil? Je pense qu'il faudrait vraiment leur proposer un espace de parole dans les collèges, dans les lycées. Forcément, les parents ne sont pas forcément à l'aise pour parler de sexualité avec leurs enfants. C'est dommage. Mais je peux comprendre qu'il y ait une gêne. En même temps, il faut se poser aussi la question, nous, en tant qu'adultes, pourquoi on est gêné d'en parler? Parler de sexualité, parler de porno, ça ne veut pas dire qu'on va devoir parler de notre sexualité et de notre propre consommation du porno. C'est là, c'est un fait, c'est accessible. Donc, je pense que faire la politique de l'autruche, ça ne peut pas arranger les choses. Et au bout d'un moment, je pense qu'il serait bien de proposer un espace de parole, justement, pour ces ados, où ils puissent librement poser des questions. Il ne s'agit pas forcément de leur apporter des réponses et de se positionner en tant qu'expert. On n'a pas d'ailleurs toutes les réponses, mais juste qu'ils puissent être à l'aise avec le fait d'en parler, de se questionner. Et déjà, en se questionnant, je pense qu'il y a une bonne démarche. Quand on se questionne, on prend déjà du recul. Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Tiens, parlons-en. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça génère en vous de voir ces images-là? Et cette discussion, elle peut commencer d'ailleurs bien avant, plus jeune, mais sans parler de porno, déjà dans ce rapport aux images qui sont sur les portables. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui ont un téléphone portable dans la main, qui vont sur les vidéos YouTube, et je suis désolée, la violence, elle n'est pas que dans les films X, hein. On la trouve, et le sexe, on le trouve aussi dans des clips de musique, dans la pub, dans beaucoup de fiction. Donc finalement, cette réflexion et cette distance, on peut déjà l'avoir bien plus tôt. À partir du moment où un enfant est face à des images devant une télé ou sur Internet, je pense qu'il est utile déjà pour l'amener à prendre du recul, de le questionner, de lui demander, tiens, qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu aimes regarder ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et parfois, il y a des ados qui vont vous dire, moi j'en discute avec mes neveux, effectivement, je vous dis, waouh, oh là là, ça vole pas haut hein, pour certains programmes. Mais quand je leur demande, ils en sont conscients. Parfois, ils vont me dire, ah ouais, c'est débile, mais qu'est-ce que ça nous fait rire? Et là, ok, très bien. Bah oui, on se divertit, mais c'est quand même cette conscience de regarder quelque chose
qui est caricatural. Et je pense que c'est important de le rappeler, le porno, ça reste quelque chose de caricatural. Oui, il est possible d'avoir du plaisir quand on est acteur et actrice X, mais on n'a pas vocation d'éduquer qui que ce soit. Moi, j'ai jamais voulu me prendre pour une éducatrice en matière de sexualité. On est uniquement là pour proposer du plaisir, mais oui, clairement, c'est caricatural et ça, c'est pas à prendre comme un modèle. Alors, on a des questions sur la question du format. Quelqu'un qui dit, est-ce que le format Internet et le fait de raccourcir les formats, est-ce que c'est pas quelque chose qui a augmenté la réduction, justement, Oui, de la représentation de l'acte sexuel, qui, du coup, ne se oui, résume pas à la pénétration, hein. On peut faire du sexe sans c'est sûr, on pénétration. est plus dans le porno des années 70 qui pouvait avoir beaucoup de charme, puisqu'on était dans du cinéma X, qui Mm. était réalisé d'ailleurs par des professionnels du cinéma, où il y avait, oui, des scénarios, des dialogues, des décors. Dorcel a gardé un peu cette tradition-là. Il reste encore des productions de films X aux États-Unis qui sont dans cette démarche-là, qui ont vraiment de très beaux films, mais qui sont, il me semble, uniquement qui sont forcément payants ou qui sont visibles sur la télé américaine. Wicked Pictures est une société de production, en tout cas à mon époque, qui proposait de très très beaux contenus, vivides aussi. Maintenant, c'est vrai que comme on est dans une dynamique de rentabilité, eh ben, on s'est rendu compte que de faire des vidéos plus courtes, sans scénario, Mm. bah, finalement, avec Internet, parce qu'à partir du moment où on est passé à Internet, ça a changé la donne. L'ère des cassettes vidéo, des DVD, il y avait clairement des films de qualité, vraiment. Moi, c'est dans ce porno-là que j'ai commencé, et c'est ce porno-là qui me faisait rêver, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dérision, beaucoup de jeux. Et puis, ça a changé à partir des années 2000. Il y a eu l'ère du gonzo, qui est un format vidéo caméra à l'épaule, avec un côté pseudo-amateur, alors que c'était professionnel. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a enlevé la partie scénario et on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. En tant qu'actrice, moi-même, j'avoue que avoir apprécié, hein, parce que c'est plus difficile de tourner un film scénarisé, clairement. Ok. En termes de conditions de travail, c'est beaucoup plus difficile parce qu'une scène peut durer, elle dure en moyenne 3 heures, elle peut durer jusqu'à 5 heures à peu près. On coupe, voilà, on règle les lumières, c'est un vrai travail de tout. Et forcément, bah, de tourner des gonzos, caméra à l'épaule, hop, en moins d'une heure, c'est bouclé. On a plus de chances d'avoir du plaisir, d'être spontané, de pouvoir improviser. Sauf qu'après, ça, c'est devenu quelque chose de systématique et ça a dérivé. Mm, mm. Donc, il y a Mais du coup, toujours un problème de est-ce qu'il y dérive. aurait un bon porno à conseiller? On entend beaucoup parler de porno féministe en ce moment, Ouais. qui placerait plutôt le plaisir et le désir de la femme en son centre. Est-ce que ce serait un type de porno qui serait moins patriarcal, où il y aurait un plus d'équilibre entre les partenaires? Est-ce que ça existe un bon type de porno à Bah, conseiller? ça fait des années hein, que ça se développe. Je pense que la spécialiste pour répondre à ce sujet, c'est Ovidie, qui avait été Mm. probablement la première en France à être dans cette veine-là. Moi, pas du tout, pour le coup. J'ai vraiment contribué au système Gonzo, hein, parce que ça me plaisait. Et voilà, maintenant, à ce moment-là, j'étais pas consciente aussi des répercussions que ça pouvait avoir sur le public et encore moins sur le Mm. jeune public. Donc, il n'y avait pas cette notion de responsabilité. Moi, j'étais vraiment dans le côté faire, dans le ressenti, dans le fait de Oui. vivre cette expérience du porno. Oui, d'ailleurs, Euh, j'ai quelqu'un qui me demande, là, pile en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que certains de vos films un peu extrêmes peuvent être aujourd'hui, peuvent mal influencer certains jeunes qui oui, ne seraient pas préparés? clairement, clairement. Et même des gens préparés. Non, mais vraiment, parce que moi-même, je regardais pas mes films. Et je vous avoue qu'une fois, j'ai regardé une scène qui pour moi était, je l'avais super bien vécue. C'était un vrai moment, mais d'extase. C'était un moment de transe, clairement. Où là, vraiment, c'était réel, c'était très fort. Et pour moi, c'était beau. Ce que j'avais vécu était beau. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec mes partenaires, donc il y avait quelque chose de brut et donc de pur, quelque part. Maintenant, quand j'ai regardé le film, je vous dis pas, enfin voilà, ça a été un choc en fait, parce que c'était moche, c'était pas super bien filmé. Et puis,
Ouais, il n'y avait pas de dimension artistique, il n'y avait rien d'amené et c'est dommage finalement. Quand j'ai vu effectivement le résultat, je me suis dit, ah oui, qui va comprendre ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Parce Mm. que ça reste quelque chose de très intérieur, et oui, d'intime, sauf que l'image à ce moment-là, ouais, elle est assez brutale, clairement. Donc, vraiment, je me suis posé la question, comment ça va être perçu? Et la personne qui, elle, n'a pas suivi, justement, n'est pas au courant de mon ressenti, comment elle va observer ces images? Oui, elle a le droit d'être choquée. Et si elle est excitée par ça, c'est un peu bizarre aussi en même temps. Mm. Donc, effectivement, ça m'a fait bizarre à ce moment-là. Donc, j'ai bien conscience qu'il y a des scènes qui peuvent être euh, mal interprétées ou voilà, qui peuvent gêner certaines personnes, clairement. Mm, mm. Oui, parce que le sexe peut être décrit par certains comme quelque chose qui est par essence violent, de par l'acte de pénétration qui peut avoir lieu. Pour d'autres, le plaisir se trouve parfois à la limite de la douleur. Oui. Certains encore peuvent décrire la fellation comme un acte, Mm. comme une pratique humiliante. Et à Ouais. côté de ça, on a un porno traditionnel qui met en son centre le plaisir de l'homme, la pénétration, des actes un petit peu violents. Est-ce que pour vous, oui, le porno véhicule et exacerbe cette idée du sexe comme forcément violent et forcément déséquilibré entre les partenaires? Alors forcément, non. En fait, ce qui me dérange, c'est le côté systématique et Mm. généraliste. Oui, il y a une majorité. Déjà, la sexualité qu'on se représente, nous, c'est une sexualité de la pénétration. Même sans parler de porno, hein. Je veux dire, la plupart des gens, vous leur demandez ce que c'est qu'un rapport sexuel, c'est quand un homme pénètre une femme et que, voilà, éventuellement, la femme va jouir et l'homme va jouir, va éjaculer. Donc, sans même parler de porno, on est dans une sexualité dans le monde occidental qui est très génitale, en fait. Mm. Pour ma part, je suis en train de m'intéresser au tantra et là, on se rend compte que on peut très bien aborder la sexualité de manière différente sur un plan énergétique, spirituel, où ça peut être perçu de manière complètement différente. Mais la sexualité qu'on connaît, nous, c'est vrai qu'elle est représentée par ça. Maintenant, c'est pas parce que elle tourne autour de la pénétration que cette pénétration est forcément un acte de violence. C'est Mm. l'intention. On dit toujours c'est l'intention qui compte, bah oui. Au-delà du geste, c'est l'intention. Effectivement, l'acte de la pénétration, on est d'accord qu'il y a quelque chose d'intrusif. Et dans la pénétration, il y a ce risque de blessure, il y a le risque de faire mal. C'est pas pour rien que, en pénétrant sans avoir le consentement de sa partenaire, on exécute un viol à ce moment-là, hein. Et Mm. oui, on blesse la personne. Donc il y a cette dimension-là. L'homme a effectivement une forme de pouvoir à ce niveau-là. Et ce qui est dommage, effectivement, probablement dans les films X, c'est de ne pas replacer le pouvoir dans les mains des femmes, finalement. Alors, la manière de placer du pouvoir chez les femmes dans les films X, c'est de la montrer un peu comme une nympho. C'est qu'elle en veut toujours plus, elle est insatiable. Et donc, elle va reprendre le dessus bien souvent en disant « mais j'en veux plus, je veux faire ça ». Et donc, on a cette image, souvent dans les films américains, parce qu'on n'est pas du tout dans ce trip-là dans les films japonais, par exemple. Mais on va dire qu'on va prendre comme référence le porno américain, parce que c'est celui qu'on voit essentiellement ici en France. Euh, on va montrer une femme toute puissante, mais dans sa demande, finalement, dans son besoin de ressentir toujours plus la pénétration. Il faut que ce soit plus fort, il faut que ce soit plus long. Voilà, on est dans cet excès-là. Mais à mon sens, le vrai pouvoir, il est pas là en fait. Le vrai pouvoir, en fait, c'est déjà dans la conscience. C'est la conscience qu'on peut choisir, qu'on peut prendre son temps, et finalement que la femme a ce pouvoir d'accueillir l'homme, mais aussi de le refuser et de choisir finalement l'intensité de ce rapport-là. Le vrai pouvoir, il est dans la mesure aussi, dans ce choix de la mesure. Mm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait plus facilement aborder dans l'éducation et la sexualité Mm. plutôt que Mm. dans un film X. Mais il y a même des courants de féminisme qui parlent du choix des mots, parce on peut voir le sexe hétérosexuel comme une pénétration de l'homme, euh, enfin l'homme qui pénètre la femme, mais on pourrait aussi voir ça comme la femme qui englobe l'homme, qui accepte l'homme. Bien sûr. Voilà. Et pour moi, Et la donc, fellation est un acte très symbolique à ce niveau-là. Certaines femmes vont considérer que la fellation est un acte humiliant, enfin certains hommes aussi d'ailleurs, ils sont dans cet esprit-là. Forcément, si vous êtes avec un partenaire qui est déjà dans une dynamique
dans une intention de vous humilier, si c'est pas un jeu entre vous, bah oui, c'est normal en fait que vous le viviez mal. Et j'ai envie de dire, même une main posée sur la cuisse peut être, ça peut être une main sur la cuisse ou un baiser volé peut être perçu de manière beaucoup plus violente que ouais, que de faire une fellation à genoux, parce que ça dépend avec qui on le fait, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on partage à ce moment-là. Si vous êtes face à quelqu'un, Mm. vous sentez qu'il vous manque de respect, évidemment, tout va vous salir. Donc, c'est Mm. là qu'il est important de reprendre le pouvoir pour une femme, c'est de choisir avec qui elle le fait. Ça commence par ça, en Mm. fait, avec qui j'ai envie de partager mon intimité. Et à partir du moment où on est bien avec la personne, et c'est ça qui est génial, c'est que la sexualité, c'est un espace de liberté, d'expression. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pratiques sexuelles qui soient mauvaises ou qui soient dévalorisantes, puisque on est là pour se faire plaisir. Donc, la fellation, à ce moment-là, peut devenir quelque chose de très beau. Qu'on soit à genoux, debout, accroupi, peu importe, on s'en fout. C'est comment on le vit à ce moment-là. Mm, mm. Et justement, parlons un petit peu, parce que je vois que le temps file, Oui, de, de l'évolution des pratiques. On voit qu'il y a une démocratisation de la sexualité en ce moment avec l'apparition de contenus pornographiques pour les femmes, l'explosion aussi de sex toys qui se concentrent sur le plaisir féminin avec, par exemple, l'apparition des stimulateurs clitoridiens. Mm. Et de manière générale, en fait, une ouverture à la sexualité féminine dont on parle de plus en plus dans les médias, sur Instagram, etc. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution des pratiques, des relations, dans un sens plus équilibré homme-femme ou qui présente plus la sexualité féminine aussi lesbienne? Mais est-ce que du coup, est-ce que le porno aussi, selon vous, va suivre cette tendance? Et quelqu'un qui met une question dans ce sens, est-ce qu'il y a s'il y a une tendance à notre période, à notre époque, laquelle est-elle? Alors, je voudrais pas casser les espoirs, mais si on parle vraiment du marché pornographique, on parle d'un marché, on parle d'une industrie. Mm. Donc, en fait, c'est à nous tous d'être responsables. Sachez qu'à partir du moment où vous cliquez, même si c'est pour critiquer, même si c'est par curiosité uniquement, cliquer, c'est contribuer à alimenter le système. Tant que les prods constateront que on va taper, on va cliquer sur double pénétration extrême, gangbang trash, scène d'humiliation, bah, on va vous servir ça en fait. Mm. Donc au bout d'un moment, c'est aussi à soi d'être curieux pour aller non pas juste répondre à une pulsion ou à une curiosité, voilà, pour chasser l'ennui, mais vraiment si vous faites une vraie démarche pour trouver du contenu qui pourrait vraiment vous satisfaire et vous apporter une sexualité peut-être plus épanouie, plus riche, eh bien c'est à vous en fait de faire cette démarche dans Google, parce que finalement en faisant cette démarche, ça va influencer le porno. Et Mm. c'est pas et quelque part, donc voilà, l'espoir il est là. Si aujourd'hui on parle de plus en plus de porno féminin, voire féministe, et qu'il continue de se développer, c'est bon signe. Ça veut dire Mm. Mm. qu'effectivement ça prend, ça veut dire qu'il y a une demande pour ça. Et pas simplement des femmes, hein, des hommes aussi. Oui, parce Attention, hein, il faut bien rappeler que le porno féminin féministe, c'est pas et du des porno couples. lesbien, hein, il y a de tout, il y a... Oui, et je parle aussi des consommateurs, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans l'image de la femme sainte romantique et de l'homme pervers. Les femmes aussi se masturbent, c'est une bonne nouvelle. Le marché, Mm. le développement du marché des sextoys le montre, et c'est très bien. Moi, j'encourage les femmes à se masturber parce que c'est une très belle manière de découvrir son corps. Et ça permet d'ailleurs de mieux rencontrer l'autre et de lui faire savoir ce qu'on aime. Donc, se masturber est quelque chose de sain. On n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de se masturber, surtout pas. Mais par contre, effectivement, d'encourager à avoir recours à d'autres types de contenus et parfois d'être prêt aussi à payer pour du contenu de qualité. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se plaindre d'un contenu cheap et se contenter d'aller sur les sites gratuits, quoi. Donc, Mm. c'est aussi à nous, en tant que consommateurs, de faire savoir ce qu'on veut avoir et d'être prêt parfois aussi de payer tout comme on paye un abonnement chez Netflix.
Bon, dernière question, on a parlé de la place des femmes dans le porno, mais on peut parler aussi de la place des actrices. Quel respect a-t-on dans la vie pour les actrices porno et pour les camgirls? Parce que quand on a accès à la sexualité de quelqu'un, on touche à l'intime, on a l'impression peut-être d'accéder à quelque chose auquel tout le Ouais. monde n'a pas accès et qui peut nous donner l'impression peut-être de propriété sur le corps et la personne en face de nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, vous, en tant qu'ancienne travailleuse du sexe? Oui, oui, c'est drôle parce que vous donnez les réponses dans vos questions, donc ça m'arrange. C'est des questions bien Oui, travaillées alors. ouais, ouais. Effectivement, ça brouille les pistes. Et je reconnais hein, que les actrices X, les camgirls, jouent le jeu aussi. Hein, attention. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans un système qui s'alimente. On est face à des... D'un côté, il y a une communauté de voyeurs et de l'autre, il y a une communauté d'exhibes. Les exhibes, au-delà du métier, de toute façon, on ne fait pas ce métier par hasard, c'est qu'on aime être regardé. Hein. Mm. Et donc, elles veulent attirer l'attention, ça booste l'ego, ça permet aussi de générer plus de revenus. C'est pas juste professionnel, il y a aussi le plaisir d'être regardé. Il y a du plaisir là-dedans, clairement. Et tant mieux s'il y a du plaisir. Le souci, c'est que quand on s'exhibe aussi sur des plateformes gratuites et donc accessibles à n'importe qui, mineur y compris, sur Twitter ou qu'on va allumer sur Instagram, bon, bah, forcément, on brouille un peu les pistes parce qu'on est en train de dire le message qui est véhiculé, c'est je suis dispo. Je suis Mm. dispo et en gros, bah, même quand je ne suis pas en train de tourner, même quand je suis en train de, même lorsque je ne suis pas en train de faire mon show en webcam, je suis, voilà, j'aime ça et ma vie, c'est ça. Bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que dans le public, il y a des personnes qui, voilà, qui se prennent un peu trop au jeu, qui ne font pas la part des choses. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que dans des cours d'éducation sexuelle, il faut vraiment, vraiment encourager les jeunes à faire la part des choses. Il y a un temps pour tout. Ça reste un métier, ça reste une fiction, une image, une vitrine. Mais en dehors de ça, eh bien, ces femmes-là, ce sont des femmes avec voilà, avec leur vie, leur vie de couple. Elles sont parfois elles sont la sœur de quelqu'un, elles sont la fille de quelqu'un. Et oui, ce sont des objets de fantasme, mais ce sont aussi des sujets, des personnes à part entière. Et pour ma part, effectivement, j'ai eu ce rapport un peu bizarre avec certains fans, effectivement, qui créent ce lien, mais qui parfois se disent, tu nous dois bien ça. Ou alors, tiens, il Mm. faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu t'habilles comme ça, faudrait que tu bronzes plus. Enfin, ça peut aller très loin. Une femme qui est fragile va être influencée, va vouloir répondre à la demande et peut se perdre en cours de route. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est à soi, c'est à la travailleuse du sexe de poser un cadre. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a cette volonté de plaire, d'exister en plaisant. Et de la part du consommateur, bah oui, forcément, plus on leur donne du pouvoir et plus ils vont l'utiliser. Lorsque lorsque je me suis reconvertie, lorsque j'ai arrêté mon travail d'actrice X, certains n'étaient pas d'accord. Mm. Oui, vous étiez Et attendu. alors, certains sont dans l'encouragement, c'est génial, on est avec toi, et certains continuent de me suivre, donc c'est génial parce il y a ce lien qui a évolué, qui est très sain. Et puis il y a ceux qui disent non, non, mais tu n'as pas le droit. Non, non, tu n'es bonne qu'à faire que ça, tu ne pourras jamais rien faire d'autre. C'est un peu le sujet d'un TEDx que j'ai fait dernièrement, une conférence TED, et qui sera bientôt diffusée donc, sur ma page. Et c'est terrible en fait, parce que effectivement, il peut y avoir un rapport de dépendance, d'addiction Mm. aussi du consommateur à la travailleuse du sexe, mais aussi inversement de la travailleuse du sexe à son public. Mm. Donc oui, c'est un système qui peut être pervers à ce niveau-là. Et encore une fois, je le répète, ce qui va permettre de s'en sortir, c'est d'avoir cette conscience qu'on a toujours le pouvoir. On a toujours le pouvoir de dire non. On a toujours le pouvoir de dire, bah non, en fait, j'ai plus envie de me dénuder. Mm. Et Mm. puis, on perd des fans. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, on peut exister sans être regardé. Plus largement, je pense que c'est ce que vit aujourd'hui notre société, qui est très exhibe et qui voilà, les ados, hein, déjà très jeunes, s'exhibent aussi sur les réseaux sociaux à leur manière. Et ça aussi, ça peut être un risque par la suite. De, Donc une nécessaire éducation à la pornographie, mais aussi une nécessaire aux réseaux sociaux. éducation à la distinction aussi entre actrice et femme, et entre performance, artiste Ouais, et derrière. Bon, alors le temps est passé très très vite. ouais. On va
peut-être commencer à conclure. Je vais passer un petit diaporama que vous nous avez préparé, si ça vous va? Oui, alors c'est dommage parce qu'il y avait d'autres questions, Il y a mais plein de le porno questions. féminin, oui. Non, mais le porno féminin peut aussi, ouais, j'ai envie de dire, pourrait aussi être fait par des hommes, hein. Moi, un des pornos que j'aimais beaucoup, il y a deux réalisateurs que j'aimais beaucoup, juste petite parenthèse, euh, Michael Ninn et Andrew Blake, qui étaient de vraies références en termes de porno esthétique, où les femmes clairement étaient des déesses. Et on peut dire que c'était déjà des précurseurs de porno féminin. On était dans un aspect érotique et pas forcément, voilà, pas forcément trash. Donc après, oui, c'est vrai qu'on pourrait, je crois, parler des heures de ce sujet de toute manière. Ah bah oui. Mais de toute façon, pour la conversation Zoom va fermer, mais le débat peut continuer sur la discussion sur le Facebook, pour ceux Oui. qui voudraient continuer ensuite. Donc, je vais vous partager la présentation que vous nous avez préparée et je vous laisse commenter. Alors, on vous a préparé des petits slides. Oui, alors, le premier point, ça nous permet de revenir un peu sur ce qui a été dit, de rappeler que le porno, eh bien, alors oui, il y a du porno amateur sur Internet, hein, du vrai porno amateur, mais là, quand on parle vraiment de vidéo X professionnelle, eh ben, on parle d'une industrie, on parle donc de faire un film, il y a une équipe technique, les acteurs comme les actrices sont dans un jeu qui est cadré, il y a des contrats, on leur fait valider avec qui ils tournent avant, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Donc, je ne dis pas que c'est un métier où tout est rose et où on a du plaisir tout le temps, mais je pense qu'il faut arrêter de victimiser systématiquement les acteurs et surtout les actrices X qui sont adultes et qui font ce choix-là. Maintenant, effectivement, si on fait ce métier en étant psychologiquement instable, si on a des complexes, si on est fragile, et oui, bien sûr, c'est le cas de beaucoup, alors on peut se perdre aussi dans ce métier-là. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le rapport au public, à la notoriété, à l'image, on peut se perdre en cours de route. Et à force de vouloir plaire, eh bien, on peut s'oublier soi. Mais juste rappeler que c'est une fiction, une mise en scène qui est là pour exciter. Et j'ai fait le choix de mettre une photo que j'aime beaucoup, où on montre une actrice sans maquillage et ensuite avec maquillage. Donc, si elle ferme les yeux, c'est juste pour montrer son maquillage, hein, sur ses paupières. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste. On a une jeune fille qui est, oui, qui est jolie, mais voilà, qui est normale, quoi, qui est souriante. Et puis, dès lors qu'elle est dans son personnage d'actrice X, qu'elle est lookée, alors là, c'est bombasse, avec le regard qui tue. Et voilà, c'est ça. On est dans un jeu qui est certes caricatural, mais qui reste un jeu. Et pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à jouer ce jeu-là, euh, tout comme il peut être très plaisant d'ailleurs dans votre sexualité à un moment donné d'être dans un jeu de rôle. D'ailleurs, vous pouvez essayer, vous allez voir, à partir du moment où on est dans un personnage, on va avoir une manière de se comporter qui sera différente. Mais c'est important de le rappeler, les films porno, ce n'est pas de la réalité, ça reste du contenu qui est là pour vous exciter et rien de plus. Alors, oui, bien sûr, le porno et le recours au service des jeunes femmes donc, qui font de la webcam, enfin je dis jeunes femmes, mais en fait il y a tous les âges, hein. Il y a tous les âges. Finalement, ce recours-là est très naturel, tout simplement. Lorsqu'on est chez soi, eh bien, il y a cet accès, il y a la facilité en fait, cet accès à Internet, bien souvent gratuit, de manière illimitée. Donc, c'est facile. Et c'est logique, forcément, de chercher le confort, de chercher la facilité. Il y a des gens qui se masturbent juste parce qu'ils s'ennuient, hein. Ce n'est pas forcément au départ parce qu'ils sont excités. Le souci, c'est d'en avoir recours de manière systématique et de peupler sa libido uniquement d'images pornographiques. Ça peut devenir addictif, tout comme il peut y avoir plus largement une addiction aux écrans et à Internet. Ce qui est intéressant dans ces images-là, c'est de montrer que on ne parle pas simplement des hommes seuls,
On parle aussi des couples qui peuvent très bien d'ailleurs utiliser un film X à un moment donné pour pimenter leur libido. Moi, j'ai beaucoup de demandes de couples qui me demandent comment, par exemple, fuir la routine, comment explorer de nouvelles pratiques sexuelles. Et donc, à ce moment-là, les films X, pour certains, peuvent être d'ailleurs voilà, de très bonnes sources d'inspiration. Et puis, on parle aussi comment dire, des gays, on parle aussi des transgenres. En fait, tous les genres, toutes les formes de sexualité sont représentées, hein. C'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup des hétéros, mais finalement, quand on parle de sexualité, on parle de toutes les pratiques et de toutes les orientations qui existent. Donc, c'est un échappatoire, mais ce n'est pas la seule réponse. Et justement, bonne transition, si on l'utilise uniquement comme étant la seule réponse, c'est là qu'il y a un risque d'addiction. Donc, il n'est pas question de dire « oui, il faut arrêter de regarder des films porno, c'est mal, vous allez devenir fou, vous allez devenir addict ». Non, pour devenir addict, le terme d'addiction est très fort. On l'utilise dans le langage courant et parfois même de manière positive, hein. Quand on dit qu'on est addict à quelque chose, ça peut être aussi être une manière de dire qu'on est passionné. Mais vraiment, quand on parle d'addiction, on parle d'un mal-être, d'une insatisfaction permanente et qui fait que finalement, on n'en a jamais assez. Il y a presque un comportement dépressif derrière ça. On est dans l'addiction, on est dans le besoin, dans un rapport de dépendance. Et effectivement, c'est un risque qui existe. Maintenant, c'est petite parenthèse à ne pas confondre avec l'hypersexualité. On peut très bien aimer le sexe et consommer beaucoup de films X et être très actif. C'est pas pour autant qu'on est addict. Quand il y a addiction, ça veut dire qu'il y a vraiment un mal-être et que finalement, on ne trouve jamais suffisamment de réponses à son besoin. Ou alors, ça va être une réponse très temporaire. Les adolescents, les plus jeunes, bien sûr, sont plus exposés parce que ce sont de vraies éponges. Ils ont moins de recul que nous, a priori, pour faire la part des choses entre fiction et réalité. Et surtout, comme ils n'ont pas eu le temps encore, a priori, de développer une sexualité riche, bah oui, c'est logique, ils sont dans leur puberté, ils sont dans l'apprentissage. Si le porno devient le seul point de repère ou l'unique repère, ou le premier repère dans leur sexualité, il y a de fortes chances que ça devienne forcément un modèle. Et là, il y a un risque justement parce qu'ils peuvent du coup se planter complètement après dans leur rapport aux femmes, à leurs partenaires. Et inversement, pour les jeunes filles qui regardent du porno, ça peut aussi du coup bousculer leurs repères et leur faire croire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc vraiment, j'insiste, si vous êtes parent, eh bien, tiens, je vais être obligée de faire de la pub, je suis désolée, mais je trouve ça très bien, cette série sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la sexualité, mais regardez cette série avec votre ado. Ça peut être très drôle d'ailleurs, parce que vraiment, c'est tout public, mais on va parler de sexualité et ça permet de faire baisser la pression, d'en rire et en même temps de faire passer des messages. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé de regarder avec lui ou avec elle, mais je trouve que ça peut être une bonne manière d'aborder la sexualité et de permettre en tout cas un échange. Ouais. Alors, comment gérer sa frustration? Parce que oui, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Donc déjà, revenir à une masturbation sans forcément avoir recours à des films X, moi je vous encourage à explorer la masturbation comme un moment de détente, un moment pour explorer vos sensations, donc de fermer les yeux, d'avoir recours à son imaginaire, de ralentir sa respiration. Et finalement, il y a presque un aspect méditatif dans la masturbation. Et ça ne veut pas dire de le faire de manière molle et de s'endormir. Non, non, ça peut être passionné. Mais quand je parle de cette intention-là, c'est vraiment d'être dans une dynamique de redécouverte de soi et de ses sens. Parce que lorsqu'on est focalisé sur un film X, on est à l'extérieur de soi, on est concentré sur l'image, il y a une frénésie en fait qui se met en place, donc ça peut être très efficace pour arriver à l'orgasme, mais c'est dommage parce que vous loupez en fait toutes les nuances que vous pourriez ressentir juste en fermant les yeux et en vous concentrant sur vous. Ensuite, moi, je conseille vraiment le sport parce que cette énergie sexuelle qu'on a en soi, elle peut être très positive si on la redirige vers des choses qui sont saines et constructives. C'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté le X. J'étais extrêmement frustrée. Donc, je me suis redirigée vers le sport. Après,
Tout est question d'équilibre. Si vous vous redirigez vers le sport de manière excessive, ça ne va pas être bon non plus. Donc, à vous de rediriger votre énergie vers autre chose. Travailler, travailler, apprendre quelque chose de nouveau, faire du sport, passer du temps avec ses amis, ne pas... alors, c'est difficile en période de confinement, on est isolé, mais en tout cas, essayer d'utiliser dans ce cas-là Internet pour s'ouvrir à d'autres choses. Et puis après, évidemment, le yoga, la méditation, je les recommande parce que ce sont vraiment des manières de se canaliser, de se recentrer sur soi et d'apaiser le stress. Parce que beaucoup vont se masturber aussi, tout simplement parce qu'il y a du stress, ils ont besoin de se calmer, d'évacuer en fait une sorte de tension. Donc, je sais, c'est pas simple, mais ça nécessite un effort d'instaurer un nouveau rituel. Mais vraiment, je vous encourage à explorer le yoga, la méditation. Il y a des applications, il y a plein de sites qui proposent en tout cas d'explorer ça étape par étape. Et quand le confinement sera terminé, eh bien, je vous encourage vraiment à explorer le massage, à vous faire masser, peut-être même à apprendre à masser pour explorer le toucher dans une autre dimension qui ne soit pas sexuelle, apprendre à se faire plaisir et à donner du plaisir en dehors de l'aspect sexuel et voilà, dans une dimension très saine, très bienveillante. Ça fait écho à ce que Martine Potentier nous le disait au dernier webinaire de ce vendredi. Donc, on a la répétition fixe la notion, c'est super. On est tous d'accord là-dessus. Bon, bah super. Et pour terminer, donc, il n'y a pas. On parlait justement de la définition de la pornographie tout à l'heure. Eh bien, la pornographie, ça peut être très vaste, ça peut être divertissant, ça peut être drôle, artistique. Je vous ai mis quelques bouquins d'une collection que je dirige chez Glénat, maison d'édition en bande dessinée, qui a décidé donc d'offrir une vraie collection plus de 18 ans. Je trouve ça très bien. Ça, encore une fois, ça contribue justement à casser les tabous et à aborder la sexualité autrement. Donc, il y a là, en plus, vous avez 3 livres qui ont été réalisés uniquement par des femmes. Je trouve ça intéressant parce que vous voyez bien, hein, avec l'image, la planche centrale, que bah oui, ça peut être réalisé par une femme et on n'est pas forcément dans quelque chose de fleur bleue. Il y a beaucoup d'humour et ça permet d'explorer la sexualité justement avec un imaginaire beaucoup plus vaste, parce que là, on n'a pas les mêmes critères qu'un film porno qui se veut rentable. Là, il n'y a pas de problème de casting, de budget, on peut aller beaucoup plus loin aussi dans la transgression. Les petites faveurs, c'est justement est un récit qui parle d'une femme qui découvre sa sexualité avec d'autres femmes, donc on est vraiment là du 100% féminin, mais croyez-moi messieurs, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir à le lire. Les joies du sextoy, je le recommande à tout le monde, il est génial. Il y a un deuxième volume qui est sorti dernièrement aussi, parce qu'au-delà de l'utilisation des sextoys, c'est un vrai guide autour de la sexualité avec des fiches de conseils, et ça a été réalisé par un couple en plus. Donc vraiment, je vous le recommande, c'est fun, c'est drôle et c'est utile. Et pour terminer, eh bien sûr, il y a la littérature érotique qui n'est pas exposée ici, mais il y a plein de bouquins qui sont très excitants et qui sont parfois très bien écrits, pas tous, mais certains, pour ne pas citer un best-seller. Et puis enfin Erika Lust qui est incontournable puisque c'est un nom qui revient à chaque fois pour ce qui est d'un porno féminin féministe avec une dimension aussi pédagogique puisqu'il y a aussi des contenus qui vont enseigner voilà comment faire une fellation. Donc on est dans une démarche différente et donc je vous encourage à explorer. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Céline pour votre participation. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur le Zoom, sur le Facebook. C'était donc notre 15e session Intimus. J'en profite pour remercier la technique, Philippe Le Gonidec, pour remercier aussi Grace qui m'aide dans l'ombre aujourd'hui. Donc vous pourrez nous retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Et on se retrouve pour la prochaine session Intimus vendredi à 11h où on parlera du confinement, de l'inconscient, du digital
Et merci encore 1000 fois à vous, Céline, Est-ce que je peux pour juste votre temps. rajouter une dernière petite chose? Évidemment, allez-y, Parce allez-y. qu'on me demande si j'interviens dans les collèges. C'est quelque chose que je souhaiterais vivement. En tout cas, j'ai commencé à collaborer avec une association qui s'appelle Open, avec Thomas Romer, qui agit justement pour faire de la prévention. Alors lui, il est plus spécialisé auprès des adultes. On a commencé à intervenir dans des CPE et à faire des conférences auprès des enseignants, auprès des parents. Mais moi, ça m'intéresse aussi de m'adresser directement aux ados. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en développement et encore une fois, on n'est pas dans un discours moral. C'est pas le débat, en fait, c'est pas de dire pour ou contre le porno, parce qu'on est dans cette réalité, ce constat-là, et il faut s'adapter, il faut agir en tout cas. Et le nier ou de dire mais non, mais ça me concerne pas, mon enfant il n'est pas concerné, malheureusement c'est éventuellement l'exposer. Donc voilà, je vous encourage vraiment à continuer à vous informer, à discuter, et c'est vraiment en discutant, c'est vraiment en osant partager, d'ailleurs comme vous le faites, donc bravo pour vos webinaires, parce que c'est comme ça, je pense qu'on contribue à casser les tabous et à faire en sorte que les personnes puissent en discuter. Et c'est la première étape déjà, oser en parler. Voilà. Bah voilà, vous pourrez, pour tous ceux qui veulent, toutes ceux et celles qui veulent, ils pourront rediffuser cette vidéo pour éduquer tous les gens autour d'eux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne suite de confinement. Bon et beaucoup de courage, plaisir. Et beaucoup de plaisir. Et n'oubliez pas que la sexualité, le sexe, c'est de l'expérience, c'est de la pratique. Donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et ne vous comparez à personne. Faites-vous plaisir, c'est ça le plus important. Et ben voilà. Passez une bonne journée, Merci au revoir. beaucoup.